Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau. Je m'appelle Olivier Roulette, je suis en charge du pôle marketing produit à GRDF et je vais le plaisir d'animer cette petite table ronde en commençant par simplement deux mots sur GRDF pour être bien sûr que tout le monde nous connaît. Donc Gaz Réseau Distribution France, hein, c'est une jeune entreprise qui a été créée en 2008 mais qui a une longue histoire puisque c'est l'histoire héritée de Gaz de France. Et aujourd'hui, nous sommes filiales à 100% de GDF Suez. Donc GRDF, c'est bien sûr l'exploitation et le développement du réseau de gaz naturel en France. C'est aussi l'acheminement de ce gaz naturel pour le compte de l'ensemble des fournisseurs de gaz en France. Mais GRDF, c'est aussi un conseiller énergie sur le gaz et sur les énergies nouvelles qui est présent à vos côtés depuis quelques années déjà. Notamment avec la rupture qui s'annonce, qui est celle de la RT 2012, puisque vous le savez, lorsqu'on a lancé la RT 2005, on avait dans un premier temps prévu de faire une étape en 2010 avec une réglementation améliorée de 15%. Et bien cette réglementation-là n'aura pas lieu, puisque nous aurons à la place une réglementation 2012 qui va demander un effort accru et qui va correspondre, on y reviendra, à une division en moyenne par 3 des consommations d'énergie dans le bâtiment résidentiel. Bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé par là? Il s'est passé le Grenelle de l'environnement en 2007. Et ce Grenelle donc, a instauré la généralisation d'un seuil emblématique de 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an dans le bâtiment en résidentiel afin de respecter cette future RT 2012. On s'y est préparé à vos côtés depuis quelques années avec le bâtiment basse consommation qui est aujourd'hui un label d'application volontaire. Et fort de ces premiers retours d'expérience, nous sommes à même d'appréhender la prochaine étape du 1er janvier 2013 avec un peu plus de sérénité, on va dire. Donc, pour illustrer les ruptures nécessaires dans le bâtiment, tant en termes de pratiques constructives que de solutions techniques, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Christian Cardonnel, qui va vous présenter dans un premier temps les grands enjeux et les grands rouages finalement de cette réglementation thermique 2012. Et puis il reviendra sur un exemple très concret de bâtiment qui va au-delà de la RT 2012, hein, qui va vers le bâtiment énergie positive, c'est-à-dire l'étape d'après, l'étape de 2020. Et puis nous aurons dans un deuxième temps Olivier Brogy de GRDF à mes côtés également, qui vous parlera de quelques exemples de solutions techniques à base d'équipements gaz naturel et d'équipements hybrides hein, avec d'autres énergies, et qui reviendra sur un retour d'expérience qui est effectué sur un bâtiment avec une pompe à chaleur à absorption en collaboration avec l'ADEME. Voilà, donc sans plus attendre, je vais passer la parole à celui qu'on ne présente plus, même si je le présente quand même, c'est Christian Cardonnel, président de Cardonnel Ingénierie. Merci Olivier, bonjour à toutes et à tous. J'ai une lourde tâche, il faut que je présente en quelques minutes la RT 2012, qui est un document de 1377 pages au niveau de la méthode de calcul, 2586 formules et de nombreux tableaux. Donc je ne vais pas effectivement, disons, tout faire, mais je vais essayer de caler effectivement au mieux les points. Donc cette RT, effectivement, c'est quand même en fait un élément, une évolution très forte. C'est vrai que quand on regarde un petit peu les évolutions de nos consommations dans le temps, on est arrivé en fait à un summum en 2010-2012, à un pic effectivement de consommation. Il va falloir qu'on baisse ces consommations d'une façon très forte. Je me rappelle que dans l'ancien temps, en fait, mon grand-père était charbonnier, c'était 500 grammes de CO2 et qui était utilisé par kilowattheure de chaleur, disons, nécessaire. Ensuite est arrivé le pétrole avec le fuel, avec près de 274 grammes de CO2 par kilowattheure d'énergie, mais c'est vrai que le pétrole, on essaie de l'économiser au mieux. On a bien sûr une évolution qui a été forte dans les années 60-70, l'électricité, qui a permis effectivement de faire effectivement un point par rapport à l'énergie, fuel, est disponible, mais cette électricité, ça peut être une électricité qui est dans certains cas très favorable avec très peu de CO2, quand je parle d'hydraulique, éventuellement d'éolien, voire du nucléaire, mais il y a aussi des pics de consommation qui peuvent nous amener à des consommations de l'ordre de 800 grammes de CO2 par kilowattheure d'énergie utile. Et puis cette électricité, on n'en a pas toujours, on a une puissance relativement limitée, à peine 100 gigawatts de puissance, alors qu'au niveau des réseaux de GRDF, on a une puissance disponible de l'ordre de 300 à 400 gigawatts avec un stockage, quand même un point très important.
Donc, on a ce gaz naturel, c'est 234 grammes de CO2 par kilowattheure d'énergie utilisée, et on va voir qu'avec cette énergie, qui coûte vraiment pas cher pour l'instant, environ, disons, 5 à 6 centimes d'euros à peu près du kilowattheure en moyenne, on a seulement 234 grammes de CO2, et avec des solutions de récupération des énergies et des énergies renouvelables, on va pouvoir aller en fait vers le futur avec des systèmes, des nouveaux concepts qui vont nous permettre d'économiser l'énergie et d'avoir en fait un rejet de CO2 très faible, à peine 100 grammes par kilowattheure d'énergie utilisée, grâce à de la performance énergétique. Globalement, la RT 2012 nous donne en fait un point d'étape. C'est vrai que pour 2020, on souhaite avant tout avoir des bâtiments qui vont aller vers l'énergie positive, et on va aller en fait vers des bâtiments de la RT 2005 à la RT 2020 des consommations de plus en plus basses. Il faut voir que en moyenne, dans le résidentiel, en chauffage électrique, on était plutôt à 210 kWh d'énergie primaire utilisée par mètre carré de surface habitable. Pourquoi ce 210? Parce qu'on a le kilowattheure d'énergie électrique qui est un kilowattheure produit avec un coefficient pondérateur de 2,58 kWh d'énergie primaire par kilowattheure utilisé, alors que pour le gaz naturel, on a un coefficient de 1 et on avait donc une valeur de l'ordre de 130 kWh. Donc on va baisser assez drastiquement ces consommations, et en moyenne, pour la France en moyenne, on va arriver à un coefficient de 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an pour le résidentiel. Et bien sûr, cette réglementation va aussi s'appliquer aux bâtiments industriels, aux bâtiments tertiaires, mais là je détaille plutôt sur le résidentiel. La RT 2012 a des conditions. Les conditions sont assez simples. Premièrement, on va regarder la conception bioclimatique du bâtiment et essayer d'obtenir un bâtiment qui soit à basse consommation, du fait de son enveloppe, du fait de la récupération des apports solaires à travers les baies vitrées, la bonne gestion de la qualité de l'air, etc. Donc on aura un BBO maxi à ne pas dépasser qui sera exprimé en points. L'autre point, c'est le confort d'été. C'est vrai que c'est bien beau d'avoir un bâtiment qui va être très économe en énergie pour le chauffage, mais aussi il faut contrôler le confort d'été. Et ce contrôle de confort d'été, ça va être avec des protections solaires, ça va être également avec de la ventilation et de l'inertie thermique du bâtiment. Et puis bien sûr, le dernier point, c'est la consommation d'énergie en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré et par an, qui doit être inférieur à un CEP max, et ce CEP max nous sera donné en fonction de la zone climatique, en fonction du type de bâtiment et en fonction de paramètres, en fonction des réseaux utilisés sur l'énergie. Tout ça, bien sûr, avec des caractéristiques minimales à respecter, par exemple le ratio de baies vitrées de 1/6, etc. Plein de choses, effectivement, qui vont être assez simples à faire, et on a simplifié la réglementation. Dans le résidentiel, en particulier, on va avoir l'obligation d'avoir des baies vitrées un peu plus larges pour faire rentrer l'énergie solaire, à la fois l'énergie, mais aussi la lumière, ce ratio du 1/6. On va nous demander aussi de traiter beaucoup mieux les ponts thermiques, c'est un élément important. On va pouvoir effectivement avoir de l'isolation répartie, éventuellement des solutions traditionnelles qui vont nous permettre de bien traiter, par exemple, les ponts thermiques. L'isolation répartie, quelque chose de très intéressant. On va nous demander aussi d'avoir des bâtiments étanches. C'est vrai que dans certains cas, on faisait des bâtiments qui n'étaient pas très étanches à l'air. Maintenant, on va contrôler cette étanchéité. Et 1 mètre cube d'air qui rentre dans le bâtiment, c'est environ 0,34 Wh de chaleur en fait, qui rentre, et donc en fait, presque l'équivalent d'1 mètre carré de mur bien isolé. Tout ça, c'est des points importants, et en particulier dans la maison individuelle, on aurait très bien pu le mettre aussi en œuvre dans le résidentiel collectif. On aura l'obligation de faire au moins 5 kWh d'énergie par de l'énergie renouvelable, le solaire, des solutions thermodynamiques qui nous permettront effectivement de récupérer l'énergie du bâtiment. Et puis, on va nous demander de venir contrôler les consommations, de regarder mois par mois des consommations de chauffage, d'eau chaude sanitaire, des autres usages, pour avoir effectivement quelque chose de beaucoup plus précis et d'informer les usagers à ce niveau-là. Globalement, nous avions mis en place des outils effectivement sur notre site et sur d'autres sites qui permettent de calculer les valeurs maximales à ne pas dépasser, du BBO et à la fois du CEP. Et ces valeurs peuvent être éventuellement des fois assez intéressantes et plus intéressantes que la valeur RT 2012, ou en tout cas des bâtiments BBC F-Énergie. Donc on a des choses effectivement qui sont beaucoup plus modulées et qui sont plus souples à utiliser. Pour cette réglementation, il faut bien sûr de la méthode. Cette méthode, en fait, on l'appelle, nous, la méthode CUBE, comme la conception unifiée des bâtiments efficients. On part toujours, effectivement, du site, du climat et des ressources disponibles. C'est le point de départ. Puis ensuite,
la typologie du bâtiment et le niveau de confort que l'on souhaite dans le bâtiment. On va bien sûr travailler ensuite l'isolation thermique et l'inertie thermique du bâtiment. C'est deux choses importantes avec des bâtiments compacts et à forte inertie thermique. Ensuite, la qualité de l'air et la gestion de la qualité de l'air. On n'est pas des poissons, on vit dans l'air, il faut qu'on ait un air qui soit, disons, sain, etc. Donc c'est un élément important. On va aussi gérer de mieux en mieux les apports internes et les apports solaires pour essayer justement de limiter notre consommation de chauffage. Et puis, on va arriver à l'étape suivante, qui va être l'étape du calcul des besoins un peu théoriques, le BBio, qui va être le bilan bioclimatique du bâtiment en besoin de chauffage, d'éclairage et de climatisation. C'est important de regarder aussi l'impact d'éclairage. J'aurais pu faire des bâtiments sans baies vitrées et bien sûr, pas avoir d'apport solaire, mais avoir beaucoup de besoins d'éclairage. Puis ensuite, bien sûr, les besoins d'eau chaude sanitaire. À la fin, on va arriver en fait aux énergies et aux systèmes avec le système de chauffage, le système de chaude sanitaire et associé à notre énergie. Puis la synthèse. La synthèse est exprimée pour les RT 2012 en kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an, qu'on aurait très bien pu intégrer en kg de CO2, mais aussi en euros, en coût d'exploitation, et avoir d'autres ratios utilisés. Le côté réglementaire, côté conventionnel, c'est les kilowattheures d'énergie primaire qui sont utilisés. Et une fois que j'ai ces différents éléments, je peux finir mon cube et donc avoir la méthode cube en fait qui se développe. Globalement, dans l'ART, il y a des zones climatiques. 8 zones climatiques, elles sont restées comme dans les anciennes réglementations, calcul au pas horaire pendant 8760 heures, avec des données qui vont vraiment nous permettre d'avoir quelque chose de très précis, à la fois l'ensoleillement, les températures de l'eau, de l'extérieur, etc. Puis, un élément qui va être indispensable, c'est l'énergie solaire. Le soleil, c'est entre 1000 et 1500 kWh d'énergie par mètre carré de surface, bien exposé au soleil. Et c'est vrai que ça peut représenter 20 à 30 fois l'énergie nécessaire au bâtiment quand on aura des consommations de 50 kWh. Malheureusement, pas d'énergie solaire pendant la nuit, pas beaucoup d'énergie solaire en hiver, et on va essayer d'équilibrer les éléments. Et c'est vrai que l'association de l'énergie solaire avec l'énergie, le gaz naturel, qui est une énergie stockable et de réseau, peut être vraiment très intéressante. On va bien sûr avoir pour le climat, le calcul des besoins, un rythme conventionnel qui est un petit peu forfaitaire, un petit peu comme dans les consommations UTAC de la voiture. C'est un point important, mais on a une référence et bien sûr on pourra bientôt avoir des consommations à différents niveaux de température et des usages un peu différents par rapport à tout ce que l'on va avoir au niveau du confort conventionnel. Le bilan va être réalisé zone par zone. On va regarder dans chaque zone du bâtiment son isolation, son inertie, la gestion des apports solaires avec les protections solaires, les apports internes, l'éclairage, etc., les systèmes de ventilation et de chauffage. Au départ, dans ce BBio, on considère que les systèmes sont parfaits, puis ensuite, on va bien sûr les dégrader en fonction du calcul réel. Et ce calcul du BBio va nous permettre, en fait, avec des modèles mathématiques assez sophistiqués, de simuler les différents échanges de chaleur à travers les parois, à travers les baies vitrées, à travers le système de chauffage, etc. et calculer au pas horaire les températures à la fois de l'air, la température des parois et bien sûr les températures de la masse thermique, etc. avec les différents flux de chaleur qui vont être représentés. Ce bilan, il est exprimé au niveau du BBio sur les 3 besoins, le chauffage, les périodes neutres, les périodes de climatisation éventuelles et la période de consommation d'éclairage. On aurait pu bien sûr additionner uniquement les kilowattheures consommés, mais il faut bien voir qu'à chaque fois que j'utilise des kilowattheures d'électricité pour l'éclairage, c'est un coefficient de 58. Et en fait, on a pondéré les coefficients par des coefficients de 2 pour le chauffage et la climatisation et 5 pour l'éclairage pour avoir effectivement une relation à peu près équilibrée. Et on va calculer en fait un nombre de points. Là, j'ai 48 points de BBio qui va être inférieur à une valeur de l'ordre ici de 60 points qui correspond effectivement au bilan énergétique de mon bâtiment. Mais il va falloir qu'on regarde aussi dans ce bilan le nombre d'heures où on va avoir besoin de chauffage. Vous allez voir que le besoin de chauffage va être de plus en plus réduit. 1500 heures par an en moyenne dans un bâtiment en zone climatique H2, 17% du temps. Le niveau où le bâtiment est neutre, près de 7000 heures par an. Le besoin où on a besoin d'un peu de climatisation
et les besoins où on a besoin d'éclairage. Et vous allez voir en fait des répartitions qui vont être très différentes. Les puissances vont beaucoup diminuer effectivement par exemple au niveau du chauffage. Bien sûr, on peut regarder l'évolution des températures intérieures et extérieures heure par heure, les évolutions des bilans énergétiques, on peut regarder ces points-là, mais au niveau du confort d'été, on peut aussi avoir un diagramme de Bragé. Ce diagramme de Bragé va nous donner, en fonction de la température extérieure, la température intérieure du bâtiment, et lorsque notre bâtiment est situé entre les deux barres noires de la zone de Bragé, ben, il reste confortable. Et on va voir une évolution de la température ambiante qui va être quand même un élément très intéressant. Ensuite, on passe en fait à la consommation en énergie primaire. On va calculer en fait cette consommation pour 4 usages de base: l'éclairage, l'eau chaude sanitaire, le chauffage et la climatisation, si je fais de la climatisation. À ces consommations, on va rajouter les consommations de la ventilation, des auxiliaires de ventilation, chauffage et eau chaude sanitaire, et on va déduire éventuellement la production d'énergie électrique faite par exemple par des capteurs photovoltaïques qui nous permettra d'avoir le CEP final. Au niveau par exemple du calcul du bilan au niveau du chauffage, ben, je vais partir de mes besoins. Je vais regarder bien sûr la qualité de l'émission de chauffage que je vais mettre en œuvre avec la qualité des émetteurs. Si je mets des radiateurs ou des planchers chauffants, je vais être beaucoup plus économique. La régulation, les pertes du réseau de distribution. Lorsqu'on fait circuler de l'eau, il faut faire très attention à l'équilibrage et à l'isolation des réseaux. On va regarder aussi les pertes du stockage. Pour l'instant, on stocke très peu d'énergie pour le chauffage. On en stocke plus pour l'eau chaude sanitaire, mais ça va venir aussi à stocker à certains éléments de l'énergie pour le chauffage, pour éviter les pointes de consommation. Puis bien sûr, on va arriver au générateur. Ce générateur sera alimenté en énergie et on essaiera d'optimiser son rendement en fonction de sa charge thermique, en fonction de son niveau de température, pour calculer ces éléments. Tout ça se fait au calcul au pas horaire. Bien sûr, il faut que je rajoute les consommations des différents auxiliaires, des auxiliaires électriques, et que je prenne en compte aussi les différentes pertes de mes systèmes. Et dans certains cas, les pertes des systèmes sont récupérables. Par exemple, je mets un réseau de distribution d'un volume chauffé, il va participer en moyenne en partie au chauffage. Et on va avoir ces éléments qui vont être récupérés, pris en compte. Une fois que j'ai fait ce calcul, je vais pouvoir regarder la consommation d'énergie combustible et d'électricité et traduire effectivement cette consommation en énergie primaire et en kilogrammes de CO2, voire en euros effectivement, en fonction des différents besoins. Vous voyez, le principe est donné pour le chauffage. On aurait pu le faire pour l'eau chaude sanitaire, mais le temps est un peu compté, et donc on aurait regardé les points. Le global, c'est toujours un CEP du projet inférieur à un CEP max. Au niveau des différents usages, on va cumuler les usages de chauffage, climatisation, eau chaude, éclairage, auxiliaire et production d'électricité photovoltaïque la plupart du temps, mais on peut avoir des solutions avec des chaudières électrogènes, etc. On calcule les consommations ramenées au kilowattheure de surface Chon-RT, et puis on va avoir, en fonction des énergies utilisées, soit un coefficient de 1 lorsque j'utiliserai le gaz naturel ou des énergies fossiles, soit un coefficient de 2,58 lorsque j'utiliserai de l'électricité. Ça se traduira donc par des kilowattheures d'énergie primaire, et la somme de ces kilowattheures doit être toujours inférieure à une valeur de 50 multipliée par un coefficient bêta, le coefficient bêta étant le coefficient qui va nous pondérer la valeur de 50 en fonction de la zone climatique et le type de bâtiment et les énergies utilisées. Donc voilà un petit peu le principe qui est donné. Un point important, c'est sur le chauffage. C'est vrai qu'on va calculer, dimensionner notre chauffage pour des températures extérieures qui vont aller de -20 à, disons, -5 degrés en général. La température extérieure moyenne est plutôt de l'ordre de 5 à 15 degrés en fonction des régions françaises. Et on va s'apercevoir qu'au niveau du chauffage, 80%, entre 40 et 80% du chauffage sera assuré par les apports internes. Alors qu'avant, dans les bâtiments mal isolés, on n'avait plutôt que 10 à 15% assurés par les apports gratuits. Donc les déperditions et le besoin de chauffage va être limité. La puissance d'appel va être vraiment très très limitée, 10 à 20 watts par mètre carré, et les durées de chauffage de plus en plus courtes aussi en fonction des zones climatiques. L'autre point, c'est l'eau chaude sanitaire. L'eau chaude sanitaire va changer de point. On va consommer plus d'eau chaude sanitaire que de chauffage, en moyenne entre 20 et 25 kWh par mètre carré et par an au robinet. Bien sûr, il faut encore intégrer les pertes de distribution, de stockage, etc. L'eau chaude sanitaire, c'est utilisé à une température d'entre 25 et 60 degrés.
mais 85% est utilisé à une température de moins de 40 degrés et avec des temps de puisage très courts. Donc des appels de puissance très importants. Et c'est vrai que disposer d'une énergie qui nous donne en fait de l'énergie sans avoir un prix d'abonnement important est un point très impactant. Et puis il faut bien voir que cette eau chaude sanitaire, 85% de la chaleur s'en va à l'égout et qu'on pourra effectivement en récupérer une partie. D'autres points importants sur la RT 2012. L'article 23 que j'ai déjà précisé, qui va nous conduire à faire du comptage de répartition. On va avoir une approche de plus en plus rigoureuse des contrôles techniques, le BBio qui doit être déposé dès le départ du bâtiment, etc., au permis de construire, et donc pas mal de points. L'article 53 et 54 qui nous permettent d'anticiper l'application de la RT 2012, c'est quand même des points importants, des fois un peu plus favorables que le RT BBC 2005. Et puis bien sûr, quand on a des cas particuliers, des nouveaux concepts, on va pouvoir traiter soit pour les maisons individuelles avec un titre 4 et développer en fait un nouveau concept en maison individuelle, soit effectivement développer des titres 5 en opération au système. C'est vrai que je fais partie de ces commissions et c'est quand même très intéressant de voir les évolutions et toutes les évolutions qui se font aussi grâce effectivement par exemple à l'énergie gaz naturel. Et c'est vrai que je vois Gaz de France, GDF Suez, etc. et GRDF déposer quand même beaucoup de titres 5 avec des partenaires. Peut-être Christian, juste une petite question là, pour te permettre de reprendre ton souffle aussi. J'ai noté que dans ta méthode Cube, le BLE signifiait bâtiment efficient, si ma mémoire est bonne. Et est-ce que finalement, au-delà de ces réglementations et de ces termes qui peuvent être parfois un peu barbares aussi, comment est-ce qu'on pourrait qualifier en quelques mots simples l'efficience énergétique d'un bâtiment? Ton expérience. L'efficience énergétique, c'est effectivement optimiser les moyens mis en œuvre pour obtenir le meilleur résultat. Et cette efficience, la plupart du temps, moi je le calcule en regardant le coût d'investissement qu'on a par rapport à une solution à une autre et le delta de consommation en kilowattheure d'énergie ou en kilowattheure d'énergie primaire. Et on calcule en fait le delta de coût sur le delta en kilowattheure d'énergie primaire. Dans certains cas, par exemple le cas de la mise en œuvre d'une chaudière gaz à condensation, j'arrive à des efficiences énergétiques de l'ordre de 0,5 € investis par kilowattheure gagné par an. Sachant que le kilowattheure, comme je l'ai dit tout à l'heure, est environ, disons, à 5-6 centimes d'euros, on va avoir un temps de retour qui va être bon. Dans d'autres cas, effectivement, on va avoir des solutions qui vont coûter beaucoup plus cher. Et cette optimisation d'investissement, puis bien sûr d'exploitation, peut nous permettre d'avoir effectivement une optimisation. Et on va regarder les courbes d'optimisation pour avoir trié les bonnes solutions. Et ce tri va se faire en fonction de l'isolation, de la ventilation et bien sûr des systèmes et des énergies qu'on va utiliser. D'accord. Alors donc là, je te repasse la parole pour présenter une opération qui va cette fois-ci au-delà de la RT 2012, puisqu'on est déjà quasiment en 2020. Et voilà, je te laisse la présenter. Voilà. Alors, c'est une opération qui est en train de se finaliser. Elle a été, disons, initiée dans les années 2009, début 2010. Et là, la construction est en train de se finir. C'est une opération énergie positive que l'on a fait à Montreuil avec Bouygues Immobilier. Un programme de 33 logements, 2 bâtiments et puis une surface de l'ordre de 1704 m² habitables. Voici le bâtiment, donc rue de l'Ermitage, avec sa façade qui est orientée plutôt sud-ouest en fait, avec les ratios de baies vitrées du 1/6, isolation par l'extérieur pour gommer les ponts thermiques et des toitures plates. Et ces toitures intégreront à la fin des capteurs solaires photovoltaïques. La vue côté plutôt court, intérieur, toujours avec des grandes baies vitrées. Donc là aussi, vous voyez que faire rentrer l'énergie solaire dans le bâtiment est important. Et c'est vrai qu'associer ça avec une bonne isolation et une bonne inertie va nous permettre de jouer assez fortement sur les points. Le bâtiment en vue de plan, vous voyez qu'on intègre en fait sur ce bâtiment, on essaie d'optimiser toutes les surfaces et l'intégration des capteurs solaires. On avait des toitures qui n'étaient pas toujours bien orientées, mais comme on a mis des capteurs solaires photovoltaïques assez plats, on aura effectivement des bonnes récupérations d'énergie. Au niveau du bâtiment, on va du logement du studio aux 3-4 pièces, avec des surfaces de référence qui sont de la promotion immobilière, donc des surfaces tout à fait traditionnelles, et tous les logements sont, disons, adaptés aux personnes à mobilité réduite. Dans ce programme, voici une vue de nuit du programme. Des vues effectivement sur une passerelle qui dessert le bâtiment à l'arrière en fait, du lot. Un point important, c'est l'évolution entre les RT 2005 et les RT 2012. Les surfaces. Au niveau des surfaces, on a des nouvelles règles de calcul qui permettent en fait
d'augmenter assez considérablement la chaîne de surface, chaîne RT, et on passe en fait à une chaîne de 1893 m² à 2116 m², et vous comprenez bien que diviser une consommation d'un bâtiment par plus de mètres carrés va nous conduire à moins de consommation ramenée au mètre carré de chaîne RT. C'est un poste effectivement important qui a été aussi un élément assez déclencheur de cette réglementation. Au niveau des points forts du bâtiment, on est arrivé à un bâtiment à forme compacte, malgré effectivement la forme. On a respecté le ratio du 1/6e, isolation par l'extérieur. On est resté en ventilation simple flux du type hygrobé modulé avec un récupérateur de chaleur sur l'air extrait. On va récupérer toute l'année la chaleur de l'air du bâtiment. Chauffage par plancher chauffant en chape mince. Et la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire va être assurée avec le gaz naturel, avec une solution presque hybride, c'est-à-dire machine à absorption gaz associée à un appoint gaz condensation. Et puis bien sûr, la cerise sur le gâteau pour obtenir le bâtiment à énergie positive, les capteurs solaires en toiture photovoltaïque. L'isolation. On est resté en fait sur des isolations pas tout à fait traditionnelles parce qu'on a des résistances de R de mur de 4, 6 en toiture et bien sûr on gomme les ponts thermiques, etc. C'est un point important, mais on n'a pas une hyper isolation et par contre on s'est efforcé d'avoir un bâtiment très compact. Bien sûr, en isolant par l'intérieur, je gomme les ponts. En isolant par l'extérieur, je gomme les ponts thermiques. Ici, la vue en fait en thermographie des ponts thermiques d'une isolation par l'intérieur, on voit que le pont thermique, ça représente 1 watt de déperdition par mètre linéaire de pont thermique. C'est presque l'équivalent de 3 mètres linéaires, 3 mètres carrés de surface de mur. Et c'est vrai que ça ne peut pas passer. En isolant par l'extérieur, on va premièrement conserver de l'inertie au niveau du mur et on va gommer complètement le pont thermique avec une valeur de psi en fait de l'ordre de 0,04, effectivement, presque 20 fois inférieure à ce qu'on avait au départ. Au niveau des déperditions, on va s'apercevoir que les déperditions par les parois opaques et les baies vitrées vont être les points essentiels. Les déperditions par les planchers sont effectivement assez minimes, à peu près 10%, 10 à 12%. Et on va répartir en fait les déperditions poste par poste. Le poste de déperdition le plus important ramené au mètre carré étant bien sûr la baie vitrée. On est resté en ventilation simple flux. Bien sûr, un bâtiment étanche avec un coefficient I4 et des soins particuliers pour obtenir cette étanchéité. Des réseaux étanches, test de réseau d'étanchéité, des produits certifiés et bien sûr un ventilateur à basse consommation pour éviter la consommation de mes kilowattheures d'électricité. Au niveau de quelques résultats, on obtient en fait un H du bâtiment à coefficient de déperdition de 0,53 watts par Kelvin et par mètre carré, ce qui va me donner une puissance chauffage maximum de l'ordre de 30 watts par mètre carré avec la ventilation. Vous voyez que sur cette surface, on aurait besoin d'une petite chaufferie en fait, de 60 kW pour assurer effectivement mon belan. En été, la température maxi que j'obtiens du fait de l'inertie des protections solaires et de la ventilation, j'ai un besoin de température, une température maxi de 25 degrés, donc je n'ai pas besoin de rafraîchissement. Mon besoin de chauffage dans ce bâtiment est ramené en fait à 12,2 kWh par mètre carré et par an, alors que le besoin de chaude sanitaire au mètre carré habitable est de l'ordre de 24 kWh. On a plus de petits logements et donc le ratio d'utilisation de l'eau chaude sanitaire est plus important dans les petits logements que dans les grands logements. Il y a plus d'occupants au mètre carré et donc plus de besoin de chaude sanitaire. Donc vous voyez que le poste eau chaude sanitaire va devenir prépondérant. Globalement, dans l'équipement du bâtiment, on va avoir bien sûr l'isolation, l'inertie, les planchers chauffants à basse température. On conserve un radiateur sèche-serviette électrique ponctuel dans la salle de bain, mais on a aussi un chauffage par plancher chauffant. Et on a tout intégré au niveau de la conception du bâtiment pour qu'on ait les gaines, disons les réseaux de distribution, chauffage, VMC ou chaude sanitaire, qui soient directement en gaines techniques d'appartement et pas de gaines palières, pour vraiment optimiser mes réseaux de distribution. Bien sûr, on a calpiné et regardé, détaillé les planchers chauffants. Le détail effectivement de la réalisation pour être le plus économique possible. On réalise ce bâtiment aux environs de 1 400 € du mètre carré. Bien sûr, c'est un prix relativement important, mais on arrive effectivement à quelque chose de pertinent. Dans le plancher, on arrive aussi à faire que ce plancher va nous permettre de transférer de la chaleur. Quand j'ai des planchers chauffants qui sont très ensoleillés, on arrête la circulation d'eau à un moment pour effectivement éviter de surchauffer. Mais par contre, dès que la température ambiante est un peu trop importante,
on va reprendre de la chaleur et de l'eau, on fait recirculer de l'eau pour retransférer la chaleur vers d'autres pièces qui sont plus au nord. Et donc on étale notre chaleur et on récupère beaucoup mieux les apports gratuits. Dans certains cas, on va jusqu'à faire du rafraîchissement et restocker l'énergie dans le futur. Au niveau de l'équipement, notre promoteur a été très généreux parce que nous a donné une grande place de parking d'une vingtaine de mètres carrés pour faire la chaufferie et faire l'équipement. En fait, dans cette chaufferie, on va réintégrer un système de ventilateur. On a fait une ventilation simple flux avec une ventilation inversée. Donc on va avoir le ventilateur en fait, d'extraction dans le sous-sol avec une batterie de récupération qui va nous refroidir l'air extrait. On va aussi se servir des eaux usées avec un système de récupérateur du type Power Pipe pour récupérer la chaleur des eaux usées. Et ces deux sources de chaleur vont nous permettre en fait, d'alimenter une machine à absorption gaz. Et pour, disons, amortir les récupérations, on a une boucle qui est donnée en fait en périphérie du bâtiment qui va nous faire un volant d'inertie. Le gros, effectivement, de la chaleur va être produit pour le chauffage et le chaud sanitaire par la machine à absorption, avec un coefficient d'efficacité en énergie primaire de l'ordre de 1,5 à 1,7. Et donc, c'est quand même un point important. Et ponctuellement, on va avoir un appoint qui va être réalisé par une chaudière gaz à condensation quand j'ai des pointes de consommation. L'eau chaude sanitaire est faite collectivement et la distribution se fait directement vers les planchers chauffants à très basse température. 2 minutes. Oui. Ensuite, sur ces points, la machine à absorption, vous voyez un petit peu le détail. Je pense que Olivier nous en reparlera en détail. Et puis, bien sûr, cette machine, en fait, cube, qui est vraiment très compacte et qui nous permet d'avoir des installations très performantes. Au niveau des résultats, sans le photovoltaïque, on arrivait en fait à un bilan total de 36 kWh d'énergie consommée par le système, alors que la référence réglementaire avec tous les calculs était à 116 kWh. Et vous voyez qu'on a vraiment des économies assez fortes sur le chauffage. On a de l'eau chaude sanitaire, on arrive à diviser par 2 la consommation avec la récupération de chaleur, etc. Donc c'est vraiment un point important. On aurait pu s'arrêter là pour avoir un bâtiment très performant et avec moins de 68% par rapport à la référence. Bien sûr, pour aller vers le bâtiment énergie positive, on a compensé par des capteurs solaires électriques qui nous permettent en fait d'intégrer à peu près 200 mètres carrés de capteurs solaires photovoltaïques sur les toitures avec différentes orientations. Et ces énergies vont venir compenser effectivement la totalité des points. Et quand je regarde les résultats avec ou sans photovoltaïque, dans la solution de référence, on était à 116 kWh et un coût d'exploitation de 10 € par mètre carré et par an. Avec la solution absorption gaz et avec la bonne performance, on arrive à 36 kWh, mais en fait, on a bien diminué notre consommation d'énergie de 68%. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même les redevances et l'entretien des équipements qui vont peser assez lourd et on va arriver en fait à un coût d'exploitation de 7 €. Donc, malgré 68% d'économie d'énergie, on n'a que 30 €, on a 30% d'économie d'exploitation. C'est vraiment le message important à faire passer. Avec le photovoltaïque qu'on a intégré, les kilowattheures produits, on va bien sûr les vendre au réseau et ces kilowattheures vont nous rapporter de l'argent qui vont nous ramener effectivement à un bâtiment à la fois énergie positive, mais aussi à coût d'exploitation positive. Et sur un logement en moyenne, eh ben, on va avoir un coût d'exploitation de moins 4 € par mètre carré. Donc on a un delta de consommation de l'ordre de 15 € par mètre carré. Avec le surinvestissement qui a été mis en place, on arrive à un temps de retour brut à peu près de l'ordre d'une vingtaine d'années. Vous voyez à peu près l'équilibre. Alors bien sûr, toutes ces solutions sont en train de s'équilibrer et on est en train d'optimiser la solution pour avoir des solutions encore plus simples et beaucoup plus intégrées. Et vous voyez qu'avec le gaz naturel, en fait, on peut faire des solutions très performantes. Mais globalement, ce qu'il faut faire, avant tout, c'est un travail d'équipe. Ce travail d'équipe, c'est de la conception et des conseils au départ, la maîtrise d'œuvre avec l'ingénierie, etc., la construction de qualité avec des produits de qualité, le commissionnement pour arriver au confort et puis bien sûr au comportement citoyen. On a fini, je pense. Alors, merci Christian pour cette présentation à la fois très détaillée et très complète également. Olivier, tu as un vrai challenge parce que je crois qu'on a combien de temps pour finir ? 10 minutes. Donc en fait, en gros, tu as un certain nombre de messages à nous faire passer sur les solutions gaz naturel. Je te passe la parole tout de suite.
Ouais, donc Christian est allé très vite, mais moi je vais devoir aller encore plus vite. Donc aujourd'hui, en termes de solutions, on voit apparaître plein de choses. Il y a des choses qui fleurissent de partout, des couplages dans tous les sens, des solutions qui vous promettent monts et merveilles. Et puis il y a quand même certaines petites choses, entre guillemets, qui sortent du lot. Et il faut essayer de faire attention, comme le disait Christian, à ne pas venir avec une solution, entre guillemets, dégradée à un autre poste. On essaie de faire des bâtiments qui sont performants, on essaie de faire des bâtiments qui consomment peu. Le but du jeu, c'est aussi quand même d'essayer d'amener une économie à la personne qui va habiter dedans et de faire en sorte que les systèmes qu'on va mettre dedans vont pas être complètement grévés par les notions de maintenance, les notions d'abonnement, etc., qu'il va falloir mettre en place derrière, mais surtout la maintenance pour pouvoir entretenir ces solutions et qu'elles restent, entre guillemets, simples et utilisables par un plus grand nombre. Donc, moi, je vais vous présenter en fait trois choses. La première des solutions qu'on peut trouver aujourd'hui et qui existent, et il y a tout un panel de solutions qui sont comme ça, c'est le couplage en fait de solutions qui existaient, qui sont performantes. Donc c'est ce qu'on appelle les phénomènes hybrides, on le connaissait dans la voiture. Donc là, la chaudière hybride, c'est quoi? C'est le couplage de deux générateurs performants, une chaudière à condensation, qui est là pour les pics les plus froids, etc., et pour assurer la production d'eau chaude sanitaire. Et à côté, il y a aussi une pompe à chaleur électrique. Le tout est couplé ensemble. Le but du jeu, c'est ce qui représente le graphique qui est au milieu, c'est qu'on va essayer d'utiliser à l'instant T le générateur le plus performant. Donc si à l'instant T, le générateur le plus performant, c'est la pompe à chaleur électrique, c'est elle qui va prendre le relais et qui va assurer le besoin de chauffage. Si par contre il fait plus froid et que le générateur le plus performant, c'est devenu la chaudière à condensation, dans ces cas-là, c'est elle qui va prendre le relais. Donc on va faire un couplage entre les deux solutions où à chaque moment, la machine va se poser la question, lequel générateur est-ce que je fais démarrer en premier? Ce système, il est resté simple parce qu'on a trouvé une solution en termes de pompe à chaleur électrique qui est petite. C'est une petite pompe à chaleur électrique qui est mise dedans, qui fait 3 kW thermiques. Pourquoi 3 kW thermiques? C'est pour ce que je vous disais. Il ne faut pas que les économies qu'on génère, on les grève par autre chose. 3 kW thermiques sur cette pompe à chaleur, ça vous sous-entend une puissance électrique appelée à peu près d'1 kW. Donc on ne change pas en fait l'abonnement du client. Il reste avec son même abonnement, on ne vient rien lui changer du tout. En plus, cette petite PAC, elle a une faible quantité de fluide frigorigène qui est à l'intérieur. Donc elle peut être manipulée par l'installateur et la société de maintenance entre guillemets classique. Il n'y a pas besoin de compétences particulières pour installer ou pour entretenir ce truc-là. Ça aussi, c'est un point important parce que si on est obligé d'avoir une équipe d'experts qui vient vous entretenir votre installation et qu'on ne sait pas le faire en fait sans cette équipe d'experts qui arrive, eh bien, on arrive en général à des coûts qui grèvent un peu le budget. Là, une société de maintenance classique peut faire la maintenance de cette unité. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Vu qu'il faut que j'aille vite, c'est une solution donc, qui est identifiée pour la maison individuelle neuve. Régulation intelligente qui peut se faire, générateur le plus performant qui part en premier, et possibilité de réguler aussi en fonction du porte-monnaie. C'est-à-dire demain, le cours des énergies va changer, et on pourrait très bien imaginer que la régulation, elle sait déjà le faire, soit capable de gérer les priorités en fonction du kilowattheure de chauffage le moins cher. Donc en permanence, elle calcule le rendement du générateur, le coût d'exploitation, et elle module ça pour qu'à chaque fois, ce soit le générateur entre guillemets le moins cher à l'utilisation qui se mette à travailler. Je pense que vous aurez les transparents, donc je ne vais pas tout détailler. Là, vous avez des notions de coût d'investissement qui sont dessus. 5 800 à 6 800 euros sont entre guillemets sur les prix catalogue. Donc une solution qui sont moins chères que des solutions pack électrique 100%. On voit aussi la notion de base plus à point. On va utiliser des générateurs qui sont parfois plus chers que des chaudières, mais certes plus performants. On va les utiliser en base, pas pour faire la totalité des besoins. Il y a un crédit d'impôt, etc., etc. Je passe. Un autre type de solution qu'on voit fleurir aujourd'hui sur le marché, c'est l'optimisation de solutions existantes. Nous, on a mis un cahier des charges avec certains industriels pour essayer de développer un chauffe-eau solaire, on va dire optimisé. Optimisé pourquoi? Parce qu'on a vu arriver 5 kWh d'énergie primaire obligatoire en type ENR, Christian nous l'a dit, sur les maisons individuelles. On s'est quand même posé la question, c'est qu'il faut quand même que les gens arrivent à se payer ce truc-là à un moment donné. C'est bien beau de faire des réglementations, mais encore faut-il qu'elles restent accessibles. Donc le but du jeu, c'était de diminuer en investissement la solution chauffe-eau solaire classique et en même temps de garder les mêmes performances et d'essayer en fait, d'optimiser le solaire. Voilà ce que ça a donné. Qu'est-ce qui se passe? C'est un chauffe-eau solaire en fait où il y a moitié moins de capteurs que d'habitude et du coup ça donne un coût d'investissement qui est réduit de 30% par rapport à un chauffe-eau solaire classique. C'est une solution aussi qui est faite avec des petits ballons. Petits ballons de 110 à 180 litres, pas les gros ballons de type 300 litres. Et donc du coup avec ça, on a optimisé tout ce qui était pertes sur ce ballon, etc. dont a parlé Christian aussi. Les pertes de stockage sont importantes et sur l'eau chaude, des fois, ça peut représenter une énorme partie des consommations, ces pertes de stockage. Donc là-dessus, petit ballon, petite perte de stockage. Maison pour la RT 2012, hop,
Aujourd'hui, plusieurs constructeurs se sont lancés là-dedans. Ils nous ont accompagnés en fait dans cette démarche sur ce cahier des charges là. Hein. Le cahier des charges, c'était il faut que la maintenance reste simple, il faut que le système soit accessible à tous et qu'il soit moins cher que le saisie normal, tout en ayant les mêmes performances, parce qu'on arrive à produire la même quantité d'eau chaude à peu près. La réduction sur la facture elle est à peu près de 40 à 60% de la facture eau chaude avec ce type d'installation. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup moins de perte de bouclage que ce qu'on avait avant. Les constructeurs qui sont partis là-dedans, je les mets tous. Nous avons De Dietrich, Saunier Duval, Vaillant et Chafoto. Vous avez en dessous le détail de quand est-ce que les produits vont arriver sur le marché. Il y a un produit qui est encore en cours de réflexion et qui est quasiment aussi sur le point de sortir chez Wiesmann. De Dietrich, ça arrive maintenant. Chafoto, Saunier Duval, c'est des systèmes qui sont déjà prêts. Avec un prix cible de 3 500 à 5 000 €, hors pause, chaudière comprise. Le but du jeu, c'est d'arriver moins cher que la solution saisie classique aussi. Alors maintenant, tu vas nous parler peut-être d'une opération réelle cette fois-ci, puisque c'est un retour d'expérience qui a été mené en collaboration avec l'ADEME sur une pompe à chaleur absorption gaz, donc le système dont a parlé Christian, mais cette fois-ci dans sa version aérothermique. Voilà, alors la pompe à chaleur absorption, c'est un générateur performant. On le voit quelque part comme entre guillemets le successeur de la chaudière, parce qu'il est capable d'aller puiser des énergies sur l'air, sur l'eau, sur le sol, sur une nappe, et d'atteindre des rendements de plus de 100%. Par contre, on entend beaucoup de choses aujourd'hui quand on lit la presse et quand on regarde des publicités sur certaines machines, on voit des COP monstrueux, etc., etc. Et donc nous, on a mis en place une convention en fait avec l'ADEME pour aller instrumenter certains sites et aller vérifier in situ que ce qu'on disait sur le papier était réel. Donc là, il faut que je le fasse en 3 minutes. Hop, c'est hors taxe les 3 minutes, d'accord. Donc la résidence que je vais vous proposer, qui a été instrumentée, c'était une résidence étudiante qui est basée à Toulouse, 119 logements de type T1. Voilà. Le bureau d'études, au départ, il a voulu optimiser son investissement. Donc il est allé regarder, suivant s'il met 1, 2 ou 3 packs. Voilà, je vous passe les photos. Hein, ça, c'était le dessin de l'architecte. Ça, c'est ce que ça a donné au final. Hop, je mets tout d'un coup. Il a voulu optimiser son investissement et il est allé regarder ce que ça faisait s'il mettait 1 pack, 2 packs ou 3 packs. Qu'est-ce qu'il obtenait comme gain de rendement? Qu'est-ce qu'il obtenait comme plus-value sur l'investissement? Et du coup, quelle était la solution la plus adaptée? Et il s'est rendu compte que, vous voyez, quand on passe de 2 packs à 3 packs, on a le temps de retour qui s'envole, alors que le gain en efficacité énergétique, il est à peine théoriquement de 1%. On était à 134% de rendement global de l'installation quand on avait 2 pompes à chaleur. On n'a que 135%, à peine 1% de plus, quand on en mettait une 3e. Donc le maître d'ouvrage, pas bête, il a choisi d'en mettre que 2. Donc ça, c'est l'installation qui a été mise en place sur cette résidence étudiante. On va tout de suite aller au résultat. Ça, c'est des transparents qui vous montrent le détail de l'instrumentation qui a été mise en place. Donc c'est une collaboration GRDF-ADEME. Il y a un logo Bureau Veritas. Lui, c'est le bras armé qui fait les mesures et qui rapatrie les données et qui nous fait l'analyse de tout ça. Les premières choses qu'on se rend compte, c'est entre guillemets les différences entre la théorie et la pratique. En théorie, on était censé avoir une loi d'eau sur l'installation et donc avoir une pompe à chaleur qui n'allait pas fonctionner tout le temps à la même température. Elle allait de temps en temps fonctionner à des températures plus basses, en début de saison de chauffe par exemple, et donc du coup avoir des meilleurs rendements. Dans la pratique, vous avez sur la courbe de droite la consigne de température qui est donnée à la PAC et on voit qu'elle est stable tout au long de l'année. L'autre graphe qui est assez important et qui est complètement illisible, c'est le jaune et le rouge et le bleu, qui vous montre qu'en fait que là il y a un problème entre la cascade des machines. La cascade des machines fonctionne entre guillemets de façon anormale, c'est-à-dire que les 2 packs ne sont jamais en service en même temps. Quelque part, le régulateur, il y a une erreur dedans, il y a une erreur de codage dedans, et il va lancer une pack, mais il ne laisse pas la 2e pack le temps de se mettre en route avant de lancer l'appoint qui est fait par la chaudière. Donc en fait, on n'a qu'une seule pack qui fonctionne en même temps, jamais les 2 en même temps. Juste pour vous dire que la température et l'hygrométrie ont été mesurées et que l'ambiance a été confortable. Et voilà ce qu'on a obtenu. Le nuage de points, vous avez des extrêmes, très haut, très bas, ça c'est dû aux incertitudes de mesure. Le pulse du gaz qui est passé, mais pas le pulse de la chaleur, ça vous fait un COP du coup catastrophique. L'inverse, ça vous fait un COP excellent. En moyenne, ça vous a donné 142% de rendement sur cette installation, sur toute sa saison de chauffe. On est en dessous de 11% par rapport aux valeurs qui étaient labo annoncées par le constructeur. Donc juste en dessous de 11%, 142% de rendement sur cette installation. Par contre, il y a encore quelque chose qui est perfectible dessus, c'est quand on regarde le graphique suivant. Je n'ai pas détaillé, je reviens sur celui-là. Celui-là, c'est la quantité de gaz qui rentre par rapport à la quantité de chaleur qui sort. D'accord? C'est juste ça. C'est ce qui s'appelle le GUE. Quand on vient regarder et qu'on rajoute en plus les auxiliaires électriques, parce qu'il y a des pompes à l'intérieur, il y a un brûleur, etc., il y a un peu de régule sur cette machine, du coup, la moyenne passe à 125%.
On se rend compte donc qu'il y a quand même un écart important et que les auxiliaires électriques ont un impact fort sur les rendements de cette machine. Et que là, c'est une piste de travail pour l'industriel pour essayer de réduire cette partie d'auxiliaires électriques qui viennent plomber donc de 142 à 125% le rendement de cette machine. Ça, c'est les parts ENR qu'on a réussi à obtenir avec ces machines. Donc 39% si on ne regarde que les packs, 20% si on fait le couplage pack plus chaudière. Et ça, c'est les deux points, les deux axes d'amélioration que je vous ai annoncés. Premièrement, la mise en place d'une loi d'eau qui devrait être effective. Et deuxièmement, essayer d'aller revoir la cascade entre les générateurs de manière à laisser aux deux packs le temps de s'exprimer en même temps. Il y en a une qui part, tout de suite la chaudière part derrière, alors que la deuxième pack n'a pas encore eu le temps de se mettre en route pour elle donner son service, elle a un meilleur rendement que la chaudière. Mais ça, c'est qu'un paramétrage de régulation, c'est corrigé depuis. Bon, malheureusement, la saison de chauffe est finie, mais du coup, on va pouvoir mesurer après les gains que ça va donner sur la prochaine saison de chauffe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le bureau d'études au départ, il avait dit qu'on allait faire 134% de rendement, en théorie. Si on regarde tout avec la chaudière et sur l'année, on est à 117. Donc on a un écart de 12% qui est dû à cette notion de cascade qui ne marche pas bien. Et si on regarde bien, et si vous vous souvenez, mais vous ne vous souvenez pas parce que là je suis allé très vite, quand il mettait une pack, il était à 122% de rendement, quand il n'avait qu'une seule pack. Là on est dans une solution, on n'a qu'une seule pack qui fonctionne en même temps. Et donc là où en théorie on devait faire 122%, en pratique on a fait 117. Donc c'est des résultats qui sont on va dire très satisfaisants, parce que dans l'étude, il n'avait pas tenu compte des charges partielles de la machine, il ne pouvait pas tout simuler non plus. Et donc réussir à obtenir 117% alors qu'on espérait 122. La prochaine saison de chauffe, on espère les 134, parce que ce coup-ci, on aura les deux packs qui vont pouvoir fonctionner en même temps. Et donc globalement, nous, côté GRDF, on est très satisfaits. Et je laisse la conclusion là-dessus à l'ADEME. Parce que l'ADEME, elle dit, hop là, elle dit une chose, c'est tout à la fin du premier paragraphe, quand l'ADEME rédige ses conclusions sur cette campagne d'instrumentation et sur cette première année de saison de chauffe, elle rédige, c'est écrit tout en bas du premier paragraphe, un fonctionnement tout à fait satisfaisant. Donc le résultat entre guillemets est atteint avec cette machine, les performances sont au rendez-vous, c'est aussi des solutions qui existent et qui peuvent permettre, donc comme aussi le montrait Christian, à atteindre les résultats de la RT 2012, aussi aller plus loin. Donc aujourd'hui, un maître mot, il faut essayer d'avoir des outils performants, mais avec quand même des performances réelles. On essaye d'optimiser les solutions qui existent déjà, et surtout on essaye de rester avec des systèmes qui restent simples, accessibles à tous, et où la maintenance, les abonnements ne viennent pas gréver complètement toutes les économies qu'on a réussi à faire uniquement par les rendements des appareils. Voilà, moi je vous remercie de votre attention sur ce point-là. Merci à tous les deux. Je pense que tu as magnifiquement conclu cette séquence. On a été un petit peu dense et peut-être un peu rapide parfois. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à nous rejoindre sur notre stand qui est le C23 de mémoire. Il est à l'entrée du site. Si vous avez des questions, nous serons en même d'y répondre avec plaisir. Voilà, à tout à l'heure. Merci.